Bonjour. Vous êtes député France Insoumise du Val d'Oise, co-rapporteur avec votre collègue Renaissance Christopher Weisberg de la mission parlementaire sur le financement public de l'école privée sous contrat. Un petit point de méthodologie d'abord sur toutes les personnes que vous avez auditionnées. Je n'ai repéré aucun responsable religieux des différents cultes, mais par contre, 6 membres du comité d'action laïque, un membre de la libre pensée. Est-ce un rapport militant que vous Non, produisez? nous avons vu tout le monde. Nous avons fait auditionner 60 acteurs, 43 auditions, c'est 6 mois de travail, c'est 2 déplacements de terrain. Et à vrai dire, si nous avons rencontré des représentants des cultes, parce que nous avons vu le secrétaire général à l'enseignement catholique, par exemple, nous l'avons vu 2 fois. Et savez-vous qu'il est nommé directement par la conférence des évêques de France, qui d'ailleurs peut poser question du point de vue de l'application de la loi laïque dans notre pays. Et au-delà du réseau catholique, nous avons vu le réseau musulman, le réseau juif, le réseau protestant, aussi le réseau laïque, il existe, et puis celui des langues régionales. Donc nous avons vraiment discuté avec tout le monde et avec des chercheurs, avec des historiens, avec des sociologues pour apporter des données objectives dans ce rapport. L'un des points de départ de la mission parlementaire que vous avez menée, Paul Vanier, c'est le constat de l'écart social qui se creuse entre les établissements publics et privés. Dans le privé, 40% des élèves viennent d'un milieu social très favorisé, contre 20% dans le public, et réciproquement, 16% des élèves du privé sont de milieux défavorisés, contre 40% dans l'enseignement public. Ce sont les chiffres de 2022, mais on l'observe depuis les années 2000 et l'écart se creuse. Comment l'expliquez-vous? Mais je crois que ces écarts qui s'aggravent apparaissent dans un contexte d'effondrement de l'école publique. Et c'est ça, je crois, le fond de ce paysage, c'est cette situation où, vous le savez, beaucoup de professeurs absents ne sont pas remplacés, où littéralement parfois le bâti scolaire tombe sur la tête des élèves, il fait trop froid l'hiver, trop chaud l'été. Et dans ce contexte, certaines familles, celles qui le peuvent en vérité, celles qui disposent des moyens pour le faire, eh bien, font parfois le choix, pas toujours, mais de rejoindre l'école privée. Au fond, cette situation, elle illustre peut-être un point de bascule dans notre société, celui du chacun pour soi, où chacun, en fonction de ses moyens, de ses aptitudes, de sa connaissance du système aussi, va choisir une stratégie qu'il pense la meilleure pour lui, pour son enfant, bien sûr, et cela est légitime et cela est compréhensible. Et on assiste ainsi à l'institutionnalisation d'un système à deux vitesses. On est aujourd'hui au bord de ça, à la croisée des chemins, je crois. Je pense qu'il est temps d'agir et c'est ce à quoi invite notre rapport. Le professeur Bruno Pousset, grand spécialiste de l'école privée, que vous avez auditionné d'ailleurs, nous disait l'énorme écart dans le taux d'encadrement, le nombre d'adultes par élève entre le privé et le public. Il pointait aussi la différence de formation entre les surveillants du public qui, en contrat précaire, ne peuvent pas rester plus de 2 ans en poste, tandis qu'il s'agit de professionnels dans le privé. Au-delà des pratiques élitistes, Paul Vanier, l'attrait pour le privé, vous l'avez dit, celui notamment des classes moyennes, de ceux qui font des efforts pour payer, qui s'appauvrissent en un sens en le payant, c'est le reflet des carences de l'enseignement public. Oui, en même temps, il ne faudrait pas caricaturer le paysage et considérer que, par exemple, l'école publique serait défaillante sur le fond, sur le plan pédagogique, sur le plan éducatif. Je ne le crois pas. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui le montrent, de Et les l'ADEPE, par professeurs sont plus exemple. diplômés. Les professeurs sont plus diplômés, ils sont beaucoup plus, dans une proportion plus forte, titularisés dans le public que dans le privé. Il y a beaucoup de professeurs précaires dans le privé, 20% d'entre eux. On peut aussi s'interroger sur leur formation. Ils sont moins inspectés aussi, par exemple, ces professeurs-là que ceux du public. Mais par exemple, la DEP produit un indicateur qui mesure la performance éducative des établissements. Et fondamentalement, les établissements privés n'amènent pas plus loin les élèves qui les fréquentent. Il n'y a pas un rendement éducatif, une performance éducative qui est supérieure dans les établissements privés comparé aux établissements publics, même si les établissements privés, eux, eh bien, demandent des frais de scolarisation qui sont parfois importants. Ce qui apparaît clairement dans votre rapport, et ce qui est très étonnant, c'est l'opacité du financement des écoles privées. Du financement, pas des finances, car leurs comptes sont publics, comme pour toutes les associations. Non, c'est l'État qui est incapable de fournir le montant des subventions allouées. On ne peut pas ou on ne veut pas savoir, Paul Bagné. Je crois qu'on ne veut pas. C'est une découverte pour moi vraiment dans ce travail que de constater qu'aucune administration publique ne chiffre à l'euro près le montant total de la dépense publique consacrée aux établissements privés sous contrat. Et je dois dire que la marge d'erreur, elle est sans doute de l'ordre du milliard, hein. On doit être quelque part entre 10 et 12 milliards. Et si on ne sait pas, c'est qu'on ne veut pas savoir qu'il existe ce qu'un haut fonctionnaire que nous avons auditionné a décrit comme une culture de l'évitement et qui tient dans cette menace, celle, vous savez, qui est toujours pointée vers ceux qui abordent ce sujet, celui de vouloir ouvrir la fameuse guerre scolaire qui est tout à fait fantasmée et qui exerce un climat d'autocensure qui conduit beaucoup d'acteurs publics responsables de l'évaluation, responsables du contrôle, à renoncer par crainte.
Votre principale proposition consiste à moduler les subventions touchées par les établissements privés en fonction de leur contribution à la mixité sociale et scolaire. Ça s'entend, mais est-ce que les établissements publics seraient soumis aux mêmes obligations? On a beaucoup parlé du lycée Stanislas avec son indice de position sociale à 147, Henri IV 146, Victor Duruy à côté 142. Je crois que vous avez raison, il faut regarder cette question-là, celle de la mixité sociale et scolaire, avec un prisme large. Il ne faut pas la réduire uniquement à ce qui se passe dans l'école privée. Si on veut véritablement lutter contre ces mécanismes, c'est tout le système éducatif qu'il faut refonder. Donc bien sûr que l'école publique, elle aussi, elle doit voir certains de ces mécanismes être modifiés. On peut s'interroger sur les contours actuels de la carte scolaire, sur la possibilité de la contourner. Mais là, notre rapport portait sur l'école privée. Et vous le savez, les établissements du privé échappent par exemple à la logique de carte scolaire. C'est pour ça qu'il faut penser peut-être des dispositifs particuliers, d'où ma proposition de malus qui viserait à diminuer les moyens d'enseignement et les moyens financiers, des moyens publics, consacrés aux établissements privés qui contribuent à la ségrégation. Est-ce que vous ne craignez pas un effet pervers d'une telle mesure? Un enseignement privé avec moins de ressources publiques va hausser d'autant ses frais d'inscription, renforcer donc le poids des plus favorisés. Ça va accélérer encore le processus d'enseignement à plusieurs vitesses dont vous nous parliez. On risquerait d'aboutir sur un système à l'anglaise, une école publique pour les plus pauvres, le privé comme norme pour les classes moyennes, les plus riches. Je crois pas. Je crois que les écarts sont déjà considérables et je crois surtout que si on ne fait rien, ils vont continuer à se creuser. Mais vous savez, dans les établissements privés, il serait possible de pratiquer au fond une forme de solidarité entre les familles. Que les familles qui disposent des moyens les plus importants contribuent davantage à travers les frais de scolarité qu'elles versent à ces établissements que les familles qui ne disposent pas de moyens. Or, qu'est-ce que l'on constate? C'est que on appelle peut-être une tarification sociale. Elle est très rare. En tout cas, elle est insuffisante dans ces établissements. Moi, je pense qu'ils ont les ressources par eux-mêmes pour répondre à une éventuelle baisse des moyens publics. Et je veux dire que si je préconise cette baisse pour certains établissements, pas pour tous, il existe aussi des établissements privés dont par exemple l'IPS, l'indice de positionnement social, est bas, c'est pour dégager des moyens et les affecter aux écoles qui, elles, ne trient pas les élèves, qui les accueillent tous sans condition, les écoles publiques. Merci beaucoup, Paul Vanier, député du Val d'Oise, co-rapporteur de la mission parlementaire sur le financement public de l'école privée sous contrat. Merci à Merci. vous.